Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti au sommaire de cette édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui en audience les ministres de la CGSEI. Et le Soudan invite les sociétés russes à investir dans son industrie des hydrocarbures. Bonsoir. Les ministres de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, de Maurice et des îles Comores qui ont conduit à Djibouti les sportifs participant au 11e jeu de la francophonie des pays de l'océan Indien ont été reçus ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Les ministres des pays invités ont été introduits auprès du Premier ministre par le secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport, Hassan Mohamed Kamil. Ont également pris part à cette rencontre le secrétaire général des Jeux de l'océan Indien, les chefs des cabinets des ministres malgaches et mauriciens, ainsi que la conseillère du secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a été remercié pour avoir honoré de sa présence à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Les délégués des pays hôtes ont également exprimé leurs sincères remerciements à l'ensemble des autorités djiboutiennes pour leurs efforts consentis afin d'assurer le plein succès de ces Jeux. À la fin de cette intervention, le ministre malgache, qui est aussi le président des Jeux, a remis un cadeau au Premier ministre, un cristal avec le logo des Jeux. Il a souligné donc que les Jeux se déroulent dans de bonnes conditions et que les jeunes se sentent bien et profitent de leur agréable séjour à Djibouti. Enfin, le ministre mauricien a pris donc la parole. Il a regretté les médisances rapportées par les médias mauriciens et qu'il s'en excusait. Donc nous avons été très bien pris en charge par les autorités de Djibouti et je vois aussi beaucoup d'améliorations depuis que nous sommes venus et je dois féliciter mon collègue, le ministre de la Jeunesse et des Sports de Djibouti qui tous les jours se rend au village et veille à ce que tout se passe bien. Alors donc au village il y a une très belle ambiance, sur les sites de compétition aussi il y a une très belle ambiance. Et déjà hier, nous, l'île Maurice, on a décroché 2 médailles d'or en tennis de table et 1 médaille d'or en saut en longueur. Donc je dois dire que pour la délégation mauricienne, ça se passe bien. Effectivement, je dois dire que beaucoup d'améliorations ont été faites en comparaison avec le premier jour. Nous avons maintenant nos équipes qui ont eu les chambres, ils sont moins nombreux dans les chambres et ça va mieux. Au niveau de la restauration aussi, donc le gérant il est en contact en permanence avec un membre de ma délégation pour voir quels sont les besoins, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc on sent vraiment un réel effort pour progresser, pour avancer et donc je dois dire que nous sommes très satisfaits. Et pour sa part, le ministre comorien a pris la parole. Il a tenu à faire taire les médisances de certains médias sur les conditions d'hébergement et de restauration des jeunes. Il a donc assuré au Premier ministre que, contrairement à ces rumeurs, Djibouti avait relevé le défi. Il a néanmoins reconnu l'existence de quelques soucis au début qui ont été vite réglés avec la collaboration de tous et que par ailleurs, aucun jeune n'a été victime d'une intoxication alimentaire. On l'écoute. Je dirais salam alaikum au peuple de Djibouti. Sincèrement, pour notre délégation et aussi les échos des autres ministres, puisque nous sommes là, il y a juste la ministre de Seychelles qui est partie. Sincèrement, c'est un accueil qui valorise le pays. Moi je dirais aussi, j'ai dit exceptionnellement, je pense que les Comores, nous avons aussi un accueil exceptionnel. Toutefois, ça se passe bien. Nous nous sommes donné l'obligation, nous les ministres, de passer au village tous les jours, voir nos délégations. Il n'y a pas d'écho négatif. Bon, au départ, oui, il y avait eu un jeune Mauricien qui avait rattrapé la gastro, c'est normal, on l'a partout, il suffit de changer un endroit, ça peut se manifester. Mais à part ça, le gouvernement de Djibouti a pris les dispositions. Il y a un poste avancé médical qui est au niveau du village. Les ambulances sont là, les médecins. Je crois que tous les médecins maintenant ont un moyen de déplacement au cas où il y a intervention. Les médecins, je veux dire, des délégations. Sincèrement, ça se passe bien. Les jeux sont très fraternels. On a vraiment gagné ce qu'on attendait. Moi, je me retrouve chez moi. Je pense que Djibouti mérite vraiment cet accueil. Vraiment, vous avez pris le courage pour la première fois de vous organiser et pour moi, c'est une réussite. Vous savez, quand on organise un événement pareil, on a à peu près 800 à 900 jeunes qui sont regroupés. C'est pas facile. Ceux qui ont déjà fait, même ceux qui ont déjà l'expérience, il y a toujours des choses qui marchent pas. Le premier jour, oui. Il y a des choses qu'il fallait mettre en place, c'est normal. Mais je pense le 2e, 3e jour, ça va.
Vous savez, les athlètes, ce sont des sportifs. Des fois, ils réclament manger 2-3 fois, même si ce n'est pas programmé. Mais on a dit, on s'est convenu avec le ministre Hassan de Djibouti qu'il faut laisser les enfants manger. Et puis, écoutez, c'est comme ça, ce sont des enfants, ils grandissent. Nous, les adultes, on mange peu, ça suffit. Maintenant, ça va. Je pense que le restaurateur, c'est un spécialiste. Ça se passe bien, tout le monde est content. Et aujourd'hui, je vais dire que ces problèmes-là, ils sont plus, sincèrement. Et je ne crois pas que ces jeunes-là accepteront de partir ici, mais ils sont obligés de rentrer, ils ne peuvent pas rester. Il y a ceux qui font, moi dans ma délégation, j'ai deux élèves qui font le bac. Bon, j'avais recommandé à leurs parents de leur envoyer les cours ici. Ils sont en train de réviser, mais il faut qu'ils rentrent. Il y a aussi les Mauriciens, tout le monde doit rentrer, mais eux, ils ne veulent pas rentrer. Vous voyez, ce n'est pas si vous suivez l'ambiance dans les terrains, les matchs, les danses, la culture, vraiment c'est l'ambiance absolue ici. En tout cas, masha'Allah pour... Et le programme de la journée de ce mardi 24 avril, donc des 11e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports des pays de l'océan Indien, se sont déroulés donc sur 2 sites, au stade Goulet et au centre technique, ancien stade municipal. En football, 3 matchs ont été prévus donc cet après-midi au centre technique national, où se sont affrontées les équipes de l'île de la Réunion face aux équipes de Mayotte. La formation des Comores a rencontré celle de l'île Maurice, et enfin l'équipe de Madagascar a été opposée à celle des Seychelles. En athlétisme ont été prévues les finales garçons puis filles du 200 et 100 mètres cet après-midi à partir donc du stade de Gouled. On a disputé également l'épreuve des 1500 mètres. Les compétitions de tennis de table se sont poursuivies également au stade Gouled et se clôturent donc ce soir par la remise des médailles. Dans les compétitions de pétanque, les premiers tours de tir de précision et le 7e tour des triplettes sont prévus donc sur le terrain du centre technique national. Et enfin, la journée d'aujourd'hui s'est clôturée donc par le volet jeunesse avec la présentation de la danse traditionnelle avec musique et pièces de théâtre par les troupes de Seychelles et l'île de la Réunion. Et ça c'était donc pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons revenir sur les résultats de la journée d'hier avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors, quels sont les résultats des différentes compétitions donc, qui sont déroulées hier concernant ces 11e Jeux ce matin? Eh bien, Ahmed, on va commencer par le football. Et les Comores a battu la Réunion par 3 buts à 1. Et l'île Maurice et Mayotte ont fait match nul partout. Et enfin, Madagascar a battu malheureusement 2 buts à 1 la République de Djibouti. En tennis de table féminin, les Mauriciens remportent la finale par équipe. Sous les vifs applaudissements de leur ministre, les Mauriciennes ont donc décroché, Ahmed, les médailles d'or. La 2e place est revenue aux jeunes malgaches. En handball, 4 matchs se sont déroulés au lycée d'État et ont donné les résultats suivants. Chez les garçons, l'île Maurice a battu Seychelles sur un score de 18 à 16. Chez les Mayotte, largement battu par l'équipe Seychelles par 28 à 9. Et les équipes féminines et masculines de Djibouti ont perdu face à l'équipe de Mayotte et de la Réunion. Chez les garçons, l'équipe de Mayotte a battu Djibouti par un score de 26 à 23. Et enfin, chez les filles, la Réunion a battu Djibouti sur un score de 35 à 17. En athlétisme, enfin, les Djiboutiens ont remporté les 6 premières places sur le 3000 mètres hommes. La victoire est revenue aux premières places à Hassan Idlé Derane. La 2e place, Ahmed, est revenue à Benyamin Awale Hared. Et enfin, à la 3e place, on retrouve Farhan Mohamed Ibrahim. Merci Samatar pour toutes ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, a rendu ce mardi après-midi une brève visite de courtoisie au Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. La rencontre entre les deux hommes s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature où ils ont pu discuter de plusieurs aspects liés à la relation bilatérale ainsi qu'à la présence militaire américaine sur le sol djiboutien qui reste à ce jour la seule base militaire américaine sur le continent africain. L'entretien coïncidait avec l'arrivée quelque temps auparavant sur le sol djiboutien du sous-secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Donald Yamamoto. Aussi, cette brève visite était l'occasion pour l'ambassadeur Larry de solliciter l'aval du Premier ministre afin d'entamer une tournée dans des différents départements ministériels, une démarche que l'ambassadeur affecté à Djibouti vers fin janvier de cette année n'a pu faire à cause des électorales législatives qui avaient débuté au même moment à Djibouti. Et l'ambassadeur n'en est pas à sa première visite à Djibouti puisqu'il a séjourné en 2004. Aussi a-t-il voulu partager avec le Premier ministre ses impressions sur la transformation de Djibouti depuis cette époque, que ce soit sur le
plan des infrastructures ou la maîtrise de plus en plus grande des Djiboutiens de l'anglais oral. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, a une réunion avec son homologue kenyan, Amba Juma, ce midi dans la salle de réunion donc, du ministère. Le ministre kenyan des Affaires étrangères était à la tête d'une forte délégation composée des officiels de son département. Les discussions ont porté essentiellement donc sur la relation diplomatique des deux pays et coopération, l'objectif étant donc de renforcer ces relations qui unissent les deux pays et les deux peuples frères et amis. La réunion diplomatique de Djibouti et du Kenya a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Le ministre donc Mohamed Ali Youssouf a souhaité la bienvenue à Djibouti à la délégation kenyane et à son homologue kenyan. Et Djibouti donc, et Kenya ont plusieurs choses en commun, c'est ce qu'ont indiqué donc les différents intervenants, où la même culture et la même religion, où le mode de vie, la proximité géographique, où ils sont tous donc membres des organisations régionales qui donnent un succès pour ces deux pays et beaucoup de partenariats. On ne veut pas aussi donc manquer, ont-ils indiqué, cette opportunité de créer le même marché et une coopération dynamique. La dernière fois donc une réunion de commission n'avait pas eu lieu, c'était en 2010 et depuis donc nous avons fait plein d'autres réunions qui se sont déroulées avec succès, ont-ils indiqué. Aïd Ahmed Ibrahim, accompagné donc de deux substituts du parquet, en l'occurrence Saïda Ahmed et Aïcha Arafat, ont assisté aujourd'hui à la caserne principale de la gendarmerie nationale, appelée Capitaine Hamadou, le procureur de la République, à la poursuite de deux formations de perfectionnement de la pratique de la police judiciaire, axée sur les techniques d'enquête et d'audition, au profit de 17 formateurs, qui est programmé donc du 15 au 26 avril. Ces deux stages ont pu avoir lieu grâce à l'assistance de la coopération française. Cela s'inscrit donc dans le cadre du renforcement des capacités des enquêteurs de la gendarmerie et en application des directives du président de la République afin de rehausser la qualité des procédures judiciaires. La présence du procureur de la République témoigne de l'importance qu'il accorde donc à la formation du personnel OPJ qui sont placés sous son autorité en tant qu'auxiliaire de la justice. Le procureur et sa délégation ont pu constater également la qualité et la fiabilité des formations délivrées à ces stagiaires. Et pour plus de précisions concernant ces stages, écoutons les explications du procureur de la République. Je le disais peu avant, d'un appui psychologique dans les auditions des mineurs est primordial. C'est une approche qui était nécessaire et sur ce point nous vous remercions de cela. Nous avons discuté un peu en aparté aussi sur les différentes saisies qui peuvent être opérées lorsque vous recherchez lors de vos enquêtes sur la grande criminalité ou la petite criminalité, peu importe, il y a des avoirs à saisir. Qu'il s'agisse de véhicules, qu'il s'agisse d'immeubles ou de fonds numéraires ou de valeurs autres quelconques. C'est une chose importante. Et donner les techniques, pour certains des gendarmes ici présents sont bien formés, pour certains ils n'ont pas eu connaissance, mais améliorer les techniques que vous avez, c'est essentiel également. Vous avez parlé également de techniques sur les rédactions des procès-verbaux, fondamentales. Nous avons besoin, pour que les auteurs des infractions pénales puissent être poursuivis, il faut que ces procédures soient exploitables, irréprochables, tant dans la garde à vue, tant dans le reçu, si je peux me permettre, dans le reçu, la transcription de ce qui a été dit par les personnes qui ont été les mises en cause, essentiellement. Toujours en nouvelle nationale, un forum réunissant des hommes d'affaires de Djibouti et d'Arabie Saoudite a eu lieu hier au Djibouti Palace Kempinski. Ce forum a été ouvert par Abdi El Mashkir, secrétaire général du ministère en charge des investissements. L'événement s'est déroulé en présence du président de la Chambre de commerce de Djibouti et du chef de la délégation saoudienne. L'ambassadeur de Djibouti à Riyad, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, le président de l'autorité des ports et des zones franches y ont également assisté. Au cours de cette rencontre, diverses présentations ont été faites sur les
opportunités d'investissement à Djibouti sur les nouvelles infrastructures qui ont été créées, comme les nouveaux ports, les zones franches, les voies routières ou ferrées. D'autres projets dans des terminaux gaziers et pétroliers sont en voie de construction. Ces présentations ont été faites par le ministère chargé des investissements à travers l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. La Chambre de commerce a par ailleurs annoncé que la seconde foire internationale de Djibouti aura lieu du 3 au 10 décembre prochain. Recevoir à Djibouti les ressortissants de nos pays frères et amis, et d'autant plus qu'il s'agit de partenaires historiques comme l'Arabie Saoudite. Au cours de ces dernières années, nous avons reçu à Djibouti de nombreuses missions officielles et commerciales de notre pays frère, et c'est grâce aux efforts inlassables de notre ambassadeur en poste à Riyad et au Royaume d'Arabie Saoudite, ambassadeur Dia, que sincèrement je souhaiterais qu'on le félicite et qu'on l'applaudisse. Il a engagé une diplomatie économique et le rapprochement des communautés d'affaires de deux pays. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère auprès de la présidence chargée de l'investissement, Abdi Elmi Ashkir, a exhorté, lors de l'ouverture du forum d'affaires Arabie Saoudite-Djibouti, les hommes d'affaires du Royaume de profiter des opportunités d'investissement disponibles à Djibouti. On l'écoute. Permettez-moi de vous parler brièvement des efforts déployés par la République de Djibouti dans le domaine de la construction d'infrastructures et de l'amélioration du climat des affaires. Concernant l'amélioration du climat des affaires, la République de Djibouti, qui vous accueille fraternellement aujourd'hui, est un État de droit qui assure la sécurité juridique des acteurs de la vie politique et économique, la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes. Ce sont des réalités vérifiables dans les affaires publiques et privées. La République de Djibouti n'a pas seulement pris des mesures pour attirer les investisseurs, elle a mis en œuvre des projets d'infrastructures structurants, notamment dans les secteurs de la logistique et du transport, construction des chemins de fer, des ports et des routes. Elle possède en outre un système monétaire et bancaire ouvert sur le monde et des infrastructures de télécommunications de premier plan. L'objectif étant de faire de Djibouti un hub commercial et logistique, comme le préconise la vision 2035 initiée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Sous l'égide du chargé d'affaires saoudien à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, l'école saoudienne à Djibouti a organisé hier après-midi au Palais du Peuple une cérémonie de clôture des activités scolaires pour l'année 1438-1439 de l'Hégire. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub, des représentants des corps diplomatiques en République de Djibouti, du directeur de l'école saoudienne et de l'attaché religieux saoudien, ainsi que plusieurs parents d'élèves et étudiants de l'école saoudienne et plusieurs autres invités. Les participants ont suivi donc une présentation sur les activités de l'école saoudienne effectuées pendant 3 décennies, en plus des activités effectuées par l'école saoudienne au cours de cette année. Les participants ont également suivi un autre programme sur l'enseignement de la langue arabe à des non-locuteurs, tandis que les élèves de l'école saoudienne ont présenté plusieurs chants et poèmes pour dire donc adieu au directeur de l'école, Mohamed Ben Suleiman Al-Junayya. À la fin de la cérémonie, les lauréats à l'école saoudienne donc ont été honorés pour leur succès scientifique par les professeurs de l'école saoudienne, qui ont été également honorés en reconnaissance des efforts considérables qu'ils ont déployés pour la promotion et la performance de l'école et lui permettre de remplir sa noble mission.
Et dans son discours pendant cette occasion, le directeur de l'école saoudienne à Djibouti, Mohamed Ben Suleiman Al-Djouni, a félicité tout d'abord les étudiants qui ont terminé leurs études avec succès. Il a également salué les efforts déployés par les professeurs de l'école à l'égard des étudiants et étudiantes. Et pour sa part, le chargé d'affaires saoudien à Djibouti, Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari, a prononcé également un mot dans lequel il a rappelé les bonnes relations qu'entretiennent l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Cela reflète, a-t-il dit clairement, les liens étroits entre nos deux nations et les efforts communs pour la prospérité et le bien-être du peuple frère djiboutien. D'autre part, le chargé d'affaires saoudien Hassan Ben Mohamed Al-Ahmari a souhaité plein succès aux étudiants dans leur vie professionnelle. Santé à présent, le ministère de la Santé en collaboration avec la mairie et la préfecture de Djibouti poursuit donc sans relâche les activités de pulvérisation à grande échelle dans les quartiers 5 et 6 de la capitale. Conformément au calendrier de passage, les équipes de l'INSPD ont effectué des activités intradomiciliaires du porte-à-porte notamment dans plus de 320 ménages au quartier 6 et prévoient la réalisation dans plus de 1500 ménages au quartier 5. Les équipes de service de contrôle des maladies de l'Institut national de santé publique ont pour objectif de réduire la prolifération des moustiques qui est le principal vecteur de transmission du paludisme. À travers ces interventions, l'INSPD vise à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et de réduire l'impact et les conséquences néfastes que peuvent générer d'éventuelles épidémies. Et de là, nous passons en nouvelles du monde, notamment régionales, pour commencer avec Hussein Aoulet. Bonsoir Hussein. Bonsoir. Donc Hussein, dans un premier temps, nous allons nous rendre au Yémen, où le plus haut responsable Houthi a été tué. Effectivement, donc Ahmed, la mort de Salah Al-Samad est un sérieux révers pour le Houthi qui ont menacé de se venger. Son nom donc est figuré sur une liste de 40 responsables Houthi dont les têtes avaient été mises à prix par l'Arabie Saoudite et les récompenses totalisées 440 millions de dollars. Samad a été remplacé comme chef des conseils politiques par Mehdi Hussein Al-Mashar selon le communiqué des Houthis. Les Houthis sont en guerre contre le pouvoir du président Abdulrahman Massoud Hadi, aidé depuis mars 2015 par la coalition militaire dirigée par le royaume saoudien voisin du Yémen. Le conflit au Yémen a fait près de 10 000 morts et provoqué la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU. Et toujours dans l'actualité régionale, le Soudan invite les sociétés russes à investir davantage dans cette industrie des hydrocarbures. Effectivement, Ahmed, le Soudan ne fait pas non plus l'entrée au secteur des services pétroliers et les gaz naturels liquéfiés aux sociétés russes. Le pays d'Afrique du Nord souhaite aussi de se positionner sur cette énergie qui fait l'objet d'une vaste concurrence ailleurs sur le continent et dans le monde. C'est pour cela que l'investissement dans l'exploration gazière est fortement souhaité. En cas de découverte de gaz naturel et de production de GNL, seule la demande interne sera privilégiée selon les gouvernements qui expliquent que les réserves prouvées des gaz sont limitées et la demande interne est importante. Toujours en Afrique, Hussein, au Nigeria, cette fois sous les conflits ethniques, une crise environnementale sans précédent. Effectivement, Ahmed, au Nigeria, c'est un conflit majeur opposé bergers nomades et agriculteurs. Ces aires ont déjà causé, Ahmed, la mort de 2500 personnes déplacées, 70 000 autres et ont entraîné la perte de 13,7 millions de dollars de recettes. Rien qu'en janvier 2018, le conflit a fait 168 victimes. Les bergers sont surtout de belles peuples majoritairement musulmans qui vivent dispersés en Afrique et de l'Ouest. Les agriculteurs sont principalement chrétiens. Quand la violence éclate entre ces deux groupes et se concrétise par des destructions symboliques d'églises, rien d'étonnant, Ahmed, qu'au Nigeria, comme ailleurs, on explique que le conflit est motivé par la religion et l'origine ethnique des populations qui s'affrontent. Et au Pakistan, cette fois, c'est un mouvement Pashtun dénonce des liens de l'armée avec les talibans. En effet, Ahmed, c'est-à-dire il y a déjà 3 mois, des milliers de personnes ont rallié depuis janvier le mouvement de protection Pashtun créé par Manzour Pashtun, un étudiant en médecine vétérinaire de 26 ans devenu un porte-parole de sa communauté. Ils entendent dénoncer, Ahmed, la discrimination dont ils estiment victimes au Pakistan, le nombre des exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées, ainsi que la situation chaotique laissée par les interventions de l'armée dans le nord-ouest du pays, d'où beaucoup d'entre eux sont
originaire. De telles accusations sont rares donc au Pakistan où non des gens considèrent comme risqué de critiquer la toute donc puissante armée. Merci Hussein, c'est la fin de ce journal. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.